Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette conférence. Je suis avec Katharina de Vaucorbeil. Bonjour, ravie de vous retrouver par ce beau temps. Oui, c'est vrai qu'il fait très beau aujourd'hui. Donc, Katharina va vous présenter aujourd'hui la conférence des sorties pour les beaux jours. Donc, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. On attend plus de 200 participants aujourd'hui. Oui. Donc peut-être un petit sondage. Qui a déjà eu l'occasion de faire des journées intermèdes? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Bonjour Nicole, bonjour Marie. Bienvenue dans cette conférence. On va attendre un petit peu. On a le son ou pas? Je suis pas sûre. Vous nous entendez bien? Normalement, oui, il y a tout. Hein. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Michel. Bon, ça a l'air de fonctionner. Alors, tout d'abord, laissez-moi vous présenter Katharina de Vaucorbeil. Donc, Katharina est archiviste et paléographe, diplômée de l'École nationale des chartes et spécialiste de l'Europe centrale et du monde russe. Donc, vous pouvez la retrouver dans plusieurs journées intermèdes. La prochaine, ce sera la journée à Sceaux, qui partira le 13 mars. Donc, ce sera un transfert en transport en commun, arrivé à départ à 9h30 où vous pouvez visiter le domaine de Sceaux, un retour en fin d'après-midi, un déjeuner au restaurant. Il reste quelques places disponibles encore pour le 13 mars. Ensuite, ce sera la journée dans la vallée royale de l'Eure, le 3 avril et le 18 septembre 2024. Donc, cette journée, vous visiterez le château d'Annette, la chapelle royale Saint-Louis de Dreux. Ce sera un transfert en autocar cette fois-ci, avec un déjeuner sur place au restaurant et un départ donc de la vallée royale de l'Eure en autocar pour un retour à Paris. Ensuite, notre troisième journée, ce sera une journée à Montfort-l'Amaury et au château de Maintenon, qui sera le 24 avril, toujours avec Katharina. Donc, lors de cette journée, vous aurez l'occasion de visiter l'église Saint-Pierre et le château de Maintenon, avec un déjeuner au restaurant et un retour en début de soirée. Notre quatrième journée, ce sera la journée chez Cocteau et au domaine de Courance. Dans cette journée, ce sera un transfert en autocar direction Milly-la-Forêt et un retour en fin d'après-midi avec un déjeuner au restaurant également. Donc là, je vous présente vraiment les grandes lignes des journées, mais bien sûr, Katharina va vous parler plus en détail. C'est l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Notre événement, c'est la journée pour célébrer les 150 ans du mouvement impressionniste. Nous avons organisé une journée au temps des impressionnistes à Giverny, à l'occasion du festival Normandie impressionniste. Donc plusieurs dates sont proposées. Le mercredi 15 mai avec Tatiana Mignot, le 30 mai avec Marie-Édith de la Fournière et le 12 juin avec Didier Bouchard. Encore deux journées, une journée à Écouen et Royaumont le 13 juin avec Didier Bouchard et une journée à Vaux-le-Vicomte et au musée Stéphane Mallarmé, toujours avec Katharina, le mardi 18 juin. Donc merci beaucoup. Ah non, c'est pas fini, pardon. Nous organisons également des escapades à Paris. Vous le savez, c'est nos promenades culturelles. Donc on vous propose l'exposition Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Donc ce sera le 21 mars à 15h30 avec Tatiana Mignot à partir de 25 € par personne. Il reste encore des places. Et on vous propose cette année un parcours famille. Donc l'Égypte à Paris, c'est une promenade qui est accessible à partir de 7 ans. On a vraiment imaginé un parcours, un itinéraire dans la capitale pour se remémorer des anecdotes sur l'Égypte et pour visiter des trésors cachés. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.intermed.com ou bien à contacter notre service client. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne conférence. Oui. Bonjour, alors je suis contente d'avoir une journée de beau temps parce que je me dis que si on m'avait demandé de vous présenter ça avant-hier samedi où il pleuvait à Sceaux, c'est le cas de le dire, je fais de mauvais jeu de mots, eh bien ça ne nous aurait pas donné envie de sortir de Paris. Moi, ce que je me dis, c'est qu'à cette époque-ci, on sent que l'hiver va enfin tirer sa révérence.
que le printemps va arriver. On n'a pas forcément des vacances tout de suite, on n'a pas forcément un voyage qui va partir tout de suite. Et ce qu'on a trouvé chez Internet, c'était surtout après les confinements, bien sûr, c'est que tout le monde a envie de sortir un peu de Paris, et des sorties sur une journée, pour parler familièrement, ça ne mange pas de pain. Ça se rattrape. Une journée de farniente dans une semaine, ça ne se voit pas trop, on ne sent pas trop les dégâts. Et puis, il y a une autre raison que j'ai identifiée il n'y a pas si longtemps. C'est qu'en fait, maintenant, tout est fait pour qu'on n'ait plus de voiture à Paris. C'est très compliqué d'avoir une voiture personnelle. Et quelques-uns des lieux qu'on a choisis sont des lieux qui sont maintenant très difficilement accessibles par le train. Je pense par exemple à Vaux-le-Vicomte, je pense à Giverny. Ce sont des endroits où malheureusement la solution c'est d'y aller avec une voiture. Et comme on a de moins en moins de voitures à disposition à Paris, eh bien les solutions des journées intermèdes, c'est pas mal du tout. Donc vous voyez que sur cette image, on vous a représenté un des joyaux du château de Sceaux. Ce joyau du château de Sceaux, c'est le pavillon de l'Aurore. Ce pavillon de l'Aurore, il a été réalisé en 1672 par Lebrun pour Colbert, puisque le château de Sceaux, ça a été le château que Colbert a décidé de se faire construire à la place d'un manoir à mi-chemin entre Paris et Versailles. Et ce qui est incroyable, c'est que le château de Colbert, il a été refait depuis, il a été reconstruit sous le Second Empire parce qu'il n'a malheureusement pas résisté à la Révolution. Mais ce qui est resté intact, c'est ce pavillon de l'Aurore décoré par Lebrun. Donc c'est une des nombreuses très belles surprises du parc de Sceaux. Alors ce parc de Sceaux, eh bien si vous avez visité l'exposition Nicolas de Staël cet hiver, eh bien vous l'avez vu. C'était un lieu qui est toujours accessible très facilement de Paris. À l'époque de Nicolas de Staël, ça ne s'appelait pas le RER, mais ça s'appelait la ligne de Sceaux. Et Nicolas de Staël, qui n'avait jamais un copec devant lui, quand il n'en pouvait plus d'être dans son atelier du 14e arrondissement, il allait prendre la ligne de Sceaux et il se promenait des heures dans le parc de Sceaux. Ce qui est très intéressant, c'est que ce parc de Sceaux, il a joué un rôle dans le retour à la figuration à un moment donné de Nicolas de Staël, qui a passé une année, comme il le dit, dans le paysage. Il allait en Normandie, mais quand il n'avait pas la possibilité d'aller en Normandie, Sceaux faisait très très bien l'affaire pour Nicolas de Staël. Donc c'est sa vision des allées du parc de Sceaux que vous voyez là. Alors le château de Sceaux, quand on arrive, il est grandiose. Alors c'est très amusant parce que moi je m'amuse toujours à faire un petit parallèle entre Fouquet et Colbert, qui sont, moins qu'on puisse dire, pas les meilleurs amis du monde. Fouquet comme Colbert, ce sont des gens qui viennent de la noblesse de robe et ce sont des gens d'extraction plutôt modeste par rapport aux nobles d'épée, etc. au XVIIe siècle. Et du coup, dès qu'ils vont avoir les moyens, ils vont avoir à cœur d'avoir un château qui a un passé médiéval. Vous voyez, avoir des douves quelque part, c'est une forme de standing. Et Colbert, il va acheter un manoir qui appartenait à une famille parisienne, mais il va s'empresser de faire construire à la place de ce manoir un château, briques et pierres, dans le plus pur goût du XVIIe siècle. Ce château, il l'a transmis à son fils. Mais j'aime beaucoup raconter cette histoire. Colbert, c'est quelqu'un qui travaillait trop, qui était vraiment plus qu'un grand serviteur de l'État, quelqu'un qui a laissé sa santé dans son travail. Et le problème, c'est qu'il a inculqué à son fils, Colbert de Seignelay, la même méthode de travail. Alors, quand il meurt, Colbert, en 1683, il lègue son château de Sceaux à son fils. Et il tient à ce que son fils en fasse un lieu aussi brillant que ce qu'il a réussi à en faire, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, le roi et sa cour se sont arrêtés à Sceaux et qu'il y a même eu une séance de l'Académie française dans le château de Sceaux. Malheureusement, Colbert de Seignelay, il va mourir en 1690 d'épuisement au travail. Ensuite, le château va se bagarrer, enfin les héritiers vont se bagarrer un peu le château.
Et ce château, ce qui est très très important, c'est qu'il va être un cadeau que Louis XIV va faire après Colbert, donc, à son fils, son bâtard légitimé préféré, donc, qui est le duc du Maine. Vous savez, les bâtards légitimés de Louis XIV, si vous avez été visiter l'exposition du musée Carnavalet qui vient juste de se terminer, vous vous rendez compte qu'il jouait un très grand rôle. Louis XIV a adoré les enfants qu'il a eus avec Madame de Montespan, et en particulier l'aîné des garçons, le duc du Maine. Le duc du Maine, il voulait en faire le régent à sa mort, mais Philippe d'Orléans, qui vraiment ruait dans les starting blocks et attendait le pouvoir depuis des années, a écarté le duc du Maine et a pris la régence à sa place, n'hésitant pas à casser le testament de Louis XIV. Pourquoi ce rapport avec la succession de Louis XIV? Eh bien, parce qu'on pense que Louis XIV a très vite pensé qu'en cas de régence, c'est le duc du Maine qui avait son entière confiance et qu'il fallait établir solidement ce duc du Maine. Donc, il lui avait offert en 1700 le château de Sceaux. Le duc du Maine, ça tombait à point nommé parce qu'il rêvait de se marier. Et donc, on lui avait trouvé une épouse qui était une princesse de très petite taille. Saint-Simon nous dit une poupée de sang. Vous voyez comme c'est méchant, vous reconnaissez la langue de vipère de Saint-Simon. Donc une toute petite princesse, mais qui est tout de même une princesse de Bourbon-Condé. Et donc, il va l'épouser et elle va animer de façon absolument incroyable le château de Sceaux. Alors ici, vous voyez la duchesse du Maine. Vous allez voir au cours de votre déambulation dans le château de Sceaux, on ne prend jamais le risque de l'asseoir dans un fauteuil ou sur une chaise. Là, elle est allongée ou à demi allongée comme l'étaient les Romains quand ils participaient à un banquet. Et le peintre, qui s'appelle François de Troyes et qui est son peintre attitré, n'a pas hésité à la magnifier, à l'améliorer beaucoup, de même que son mari, au passage, a été pas mal amélioré, parce que le duc du Maine, comme tous les enfants de Louis XIV et de la Montespan, eh bien, il avait un petit problème physique, il avait un pied beau. Madame de Montespan, je pense que vous connaissez l'histoire, il fallait absolument qu'elle reste à la cour jusqu'au moment de faire ses couches, parce qu'elle avait trop peur que le roi l'oublie et la trompe, et du coup elle se serrait dans des corsets, et beaucoup des enfants qu'elle a mis au monde avaient des malformations physiques. Donc c'était pas mal que le peintre représente le duc du Maine, vous voyez, sous les traits d'Aîné, et la duchesse du Maine sous les traits de Didon. Donc c'est un tableau absolument magnifique que l'on voit au château de Sceaux. Alors, la duchesse du Maine, on pensait que parce qu'elle était de petite taille, ça allait être une petite poupée bien commode. Et là, on s'est bien trompé. C'est une femme qui a un caractère absolument incroyable, qui a une énergie mais extraordinaire, et puis surtout qui, intellectuellement, si vous me permettez la familiarité de l'expression, tient la route. Parce que quand elle était jeune, elle a suivi tous les cours de ses frères à Chantilly, cours qui étaient dispensés par La Bruyère en personne. Elle s'intéresse à tout, la physique, la chimie, mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est faire des fêtes. Et à partir de 1700, vous vous souvenez qu'on s'ennuyait à périr à Versailles, puisque la tonalité de Versailles, c'était la bigoterie avec Madame de Maintenon, dont on parlera tout à l'heure. Alors, en fait, la cour de Sceaux, qui était très brillante, c'était une alternative à la cour qui sentait de plus en plus le cierge et l'encens de Versailles. Donc, ça a été la cour concurrente de la cour de Versailles à la fin du règne de Louis XIV. Mais, vous savez, il y a eu l'affaire de Fouquet, donc on reste prudent. Et le canal, qui est magnifique, le grand canal de Sceaux que vous voyez là, eh bien, il est tout de même de 500 mètres moins long que celui de Versailles. On ne refait pas les mêmes erreurs que celles qu'a commises Fouquet. Alors, aujourd'hui, ce château, il faut dire que pendant longtemps, il n'a pas eu bonne réputation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été considéré des années 1930 jusqu'aux années 1990 comme une annexe du musée Carnavalet. Je vais avoir la langue un peu plus dure,
je vais dire comme un dépotoir de carnavalet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce château a été donné par sa dernière héritière au département de la Seine, Carnavalet, à ce moment-là, croulait sous les décors, les œuvres, et parce qu'on avait démoli énormément d'hôtels particuliers parisiens. Donc, Carnavalet a décidé, à partir du moment où il y a eu la possibilité de mettre des œuvres à Sceaux, de ne garder que les œuvres qui concernaient Paris stricto sensu et de déverser tout ce qui concernait le département de la Seine à Sceaux. Donc on avait un accrochage à l'ancienne, à touche-touche, on avait une sorte de capharnaüm de meubles et d'objets décoratifs. Et ce château n'était plus du tout visité. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, mais que je trouve assez savoureuse. Quand on voulait présenter un jeune homme assez timide à une jeune fille qui n'avait pas encore trouvé de galant, on leur disait d'aller visiter le château de Sceaux. Il y avait tellement peu de visiteurs qu'on était à peu près persuadés qu'à un moment dans l'après-midi, ils allaient se croiser. Vous savez, il y avait la même chose avec un autre musée à Paris, c'était le musée Gustave Moreau, qui était désert. Et donc, quand on voulait qu'un jeune homme et une jeune fille se rencontrent, on leur suggérait d'aller visiter le musée Gustave Moreau. Aujourd'hui, le musée Gustave Moreau a beaucoup de succès. Donc, on ne peut plus envoyer des cœurs à prendre au musée Gustave Moreau. Et puis, on ne peut plus en envoyer à Sceaux parce que Sceaux sort d'une campagne de restauration extraordinaire. En fait, on a décidé que Sceaux ne devait pas être un musée d'Île-de-France un peu fourre-tout, mais que Sceaux aurait avantage à choisir les œuvres les plus prestigieuses dans ses collections et à présenter un parcours complet de l'art décoratif français du règne de Louis XIV jusqu'à Napoléon III. Et ce qui a été excessivement bien fait, c'est qu'en fait, chaque salle suit l'histoire du château en se référant à chacun des propriétaires successifs. Donc, par exemple, à gauche, vous avez des peintures éminemment 18e, une restauration formidable pour un cabinet de faïence. Et à droite, vous avez plutôt des meubles, sur l'image à droite, des meubles néoclassiques, estampillés des meilleurs ébénistes de l'époque de Louis XVI, pour orner la salle consacrée au dernier propriétaire d'Ancien Régime, le duc de Penthièvre. Ce qui est amusant, c'est que vous allez voir au cours de la présentation de ces visites, nous retrouvons les gens. C'est-à-dire que le duc de Penthièvre, si vous faites la sortie dans la vallée de l'Eure, bien vous le retrouvez dans la nécropole de la famille d'Orléans. Donc c'est assez amusant comme Madame de Maintenon qu'on retrouve au château de Maintenon. Vous voyez, tous ces personnages, finalement, ils vont nous devenir, avec ces sorties, de plus en plus familiers. Alors, ensuite, je vais vous présenter une journée un peu différente. Vous voyez, la journée de Sceaux, j'ai envie de vous dire, c'est une journée assez courte, facile parce qu'on est à 20 minutes de RER B. En revanche, la journée où l'on va aller voir Vaux-le-Vicomte et la campagne de Stéphane Mallarmé à Valvin, c'est une journée un peu plus longue, mais comme on part en autocar, c'est assez agréable. Alors Stéphane Mallarmé, je pense que vous le connaissez, même si je dois vous dire, moi j'étais un peu de ce genre-là. Quand on était au lycée, dans le Lagarde des Michards, la plupart de ses poèmes, on n'y comprenait pas grand-chose, parce que le style de Stéphane Mallarmé, c'était un style plutôt abscon. Mais le personnage est un personnage extrêmement attachant. Toute sa carrière, il a souffert, parce que à la fin du 19e siècle, les poètes ne peuvent pas vivre de leur art. Les poètes doivent trouver un métier. Lui, il venait d'une famille où l'on travaillait de père en fils dans l'enregistrement. Il a fait, je crois, quelques semaines à l'enregistrement. Il a trouvé ça tellement atroce qu'il a dit non, c'est pas possible. Il a essayé de trouver un métier qui lui permettrait de continuer à être poète, mais d'éventuellement nourrir une famille. Et il est devenu professeur d'anglais. Alors, pas par goût pour la langue de Shakespeare, je suis désolée de vous décevoir, mais tout simplement parce qu'il avait lu Edgar Poe et qu'il s'était dit que le jour où il maîtriserait bien l'anglais, il serait le traducteur attitré de Poe. C'est ça qui l'a amené à l'anglais.
Mais le pauvre homme, il n'avait pas de qualité pédagogique. Et c'est à pleurer quand on lit ses notations lors de ses inspections. Et il le dit lui-même, il n'a aucune illusion sur son pouvoir à entraîner les élèves. Il dit, je reçois plus qu'à mon tour des boulettes de papier mâché et je travaille, je fais cours dans un brouhaha absolument terrible. Malgré tout, il va s'obstiner. Et il va s'obstiner d'abord pour obtenir de travailler dans des lycées parisiens, dont aujourd'hui, le lycée qui s'appelait Fontane à l'époque, mais qui est aujourd'hui le prestigieux lycée Condorcet. Et ça va lui transformer sa vie, parce qu'il va s'installer comme locataire rue de Rome, donc à proximité de Condorcet, et il va perdre de moins en moins de temps dans ses trajets pour aller gagner sa vie. Et puis, il faut dire, il va bénéficier de quelques soutiens politiques, Charles Seignobos et puis ensuite Poincaré en personne, qui vont l'aider à avoir de longs congés maladie pour essayer d'écrire son œuvre, et ensuite, une mise à la retraite un peu en avance. Ce qui est très intéressant, c'est que la pièce, vous voyez, est très modeste. En fait, il avait de longues vacances scolaires, donc il avait choisi de louer une petite maison, mais il n'avait pas les moyens de louer toute la maison. Il partageait avec des habitants et il n'avait que le premier étage de la maison. Et aujourd'hui, tous les souvenirs de Stéphane Mallarmé, comme il était locataire rue de Rome, on n'a pas gardé son appartement de rue de Rome, on les a mis ici. Et c'est sa fille Geneviève qui a aidé vraiment à ce rassemblement de tous les témoignages de la vie de Stéphane Mallarmé. L'image que je vous ai choisie, c'est la fameuse table des mardis. Tous les jeunes poètes en herbe venaient le mardi soir chez Stéphane Mallarmé. Il n'avait pas les moyens de leur offrir à dîner, c'est vous dire la modicité vraiment de ces émoluments de professeurs, mais il pouvait leur offrir du tabac, et vous avez le pot à tabac où chacun refournissait sa pipe tout au long de la soirée, qui est l'objet un peu iconique, vous voyez, de cette pièce. Alors, à Vaux-le-Vicomte, là c'est le contraire. Le luxe le plus fou nous est prodigué. Alors vous vous rappelez bien de l'histoire de Fouquet. Mais l'occasion d'aller visiter Vaux-le-Vicomte, c'est peut-être l'occasion de rendre justice à Fouquet. À l'époque, on a fait porter à Fouquet toute la responsabilité et on avait juste oublié qu'il y avait pour exercer ce qui correspond à notre ministère des Finances, deux personnages au début du règne de Louis XIV. Il y avait un personnage qui était censé payer les factures et un autre qui était censé donner confiance au monde en faisant beaucoup de dépenses fastueuses. Or, Fouquet, c'était sa mission de départ. Sauf qu'il a peut-être été un peu trop loin au point d'irriter le roi Soleil. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va se faire construire le château de Vaux-le-Vicomte. Donc, il va d'abord acheter la terre, puis on va voir les travaux menés à toute vitesse en ayant recours à la main-d'œuvre locale, vous voyez, des villages autour de Vaux, comme le Mincy, etc. Et surtout, il va identifier trois artistes extraordinaires. Pour l'architecture, le Vaux. Pour la peinture, le Brun. Pour les jardins, le Nôtre. Et ces trois L, ça va être quelque part la solution absolument géniale pour faire construire un château irréprochable au grand siècle. Alors, ce programme fastueux, on le voit dans les jardins. Les jardins, c'est vraiment la première fois que le Nôtre met en œuvre des principes d'optique qui font que vous avez une impression de jardin absolument infini, mais qu'au fur et à mesure de la promenade, vous découvrez d'autres panoramas, d'autres perspectives. Donc c'est un jardin admirablement conçu par le Nôtre. Et vous avez ici le bassin central. Vous voyez, ce bassin, il joue un rôle. Dans les papiers de Le Nôtre, on retrouve le terme agrafe. Il agrafe une première partie des jardins à une seconde partie des jardins. Et j'espère qu'il fera beau, mais au cours de cette promenade, on découvre vraiment tous les principes du jardin à la française. En même temps, vous voyez sur l'image que je vous ai mise,
eh bien on voit encore des buis. Mais malheureusement, les propriétaires de Vaux-le-Vicomte, les frères de Vaugué, ils ont eu, comme beaucoup malheureusement de propriétaires de jardins, des déboires avec leurs buis. Et ça coûte tellement cher de remplacer des buis qu'ils n'ont pas pu le faire. Et du coup, ils ont fait quelque chose dont je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est absolument magnifique. Ils se sont adressés à un jardinier contemporain et ils ont remplacé les buis par des sortes de panneaux, de lignes d'aluminium pour reprendre exactement les dessins du jardin à la française. Et alors le résultat, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui direz sur pièce, est-ce que vous aimez et est-ce que vous n'aimez pas? Parce que ce que j'aimerais vous dire, c'est que le château de Vaux-le-Vicomte, qui va inspirer Versailles, bien sûr, c'est un château qui est tenu à bout de bras par une famille. 3 frères, leur mère qui participe encore beaucoup à l'exploitation du site. Eux-mêmes ne se versent pas forcément un salaire tous les mois, mais tout ce qu'ils gagnent va pour améliorer Vaux-le-Vicomte. En particulier, ces dernières années, ils ont fait réaliser une projection d'images pour pouvoir imaginer ce que Lebrun avait prévu pour le plafond de la coupole du grand salon de Vaux-le-Vicomte. Vous savez, ce salon de Vaux-le-Vicomte, dans les papiers de Le Vau, on l'appelle l'œil, avec un O dans le majuscule, c'est-à-dire un endroit qui est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, et surtout quelque chose qui permet de rentrer dans le château et de découvrir le panorama magnifique des jardins. Alors, Versailles doit beaucoup à Vaux-le-Vicomte, puisque quand Colbert, encore lui, va comploter contre Fouquet et réussir à obtenir la disgrâce, puis la chute, puis l'emprisonnement à vie de Fouquet, eh bien Louis XIV ne va pas se gêner, il va envoyer des émissaires de Versailles qui vont piller les statues du jardin, les tuyaux des jeux d'eau, et aussi il va obliger plus ou moins tous ceux qui ont travaillé pour Fouquet à Vaux à venir travailler à Versailles. C'est pour ça que je n'hésite pas à employer le terme d'OPA sur le chantier de Vaux. C'est-à-dire que les artistes de Vaux-le-Vicomte seront les artistes de Versailles. Donc c'est une page assez sombre et dans les appartements privés, eh bien les Vaugué ont fait toute une exposition qui est passionnante sur justement les gens qui ont poussé, vous voyez, à la ruine de Fouquet et les quelques personnes courageuses qui ont essayé, vaille que vaille, de défendre le surintendant. Et en particulier La Fontaine qui a été d'un très grand courage, qui a failli encourir les foudres royales pour défendre Fouquet. Alors, en comparaison, vous voyez, Mallarmé, il vit très modestement, mais il adore son mode de vie à Valvins, au bord de la Seine. Pour rien au monde, il ne passerait ses vacances ailleurs. Et vous allez voir, on va évoluer dans des toutes petites pièces, mais on va découvrir, c'est très intime la visite du musée Mallarmé à Valvins, et on va découvrir la manière dont Mallarmé envisage ses journées. Alors il dit, je ne commence pas une journée sans faire la toilette des fleurs. Donc il va dans son jardin, qui est un jardin de curé, osons le dire, et il s'occupe de ses fleurs. Puis ensuite il se dit qu'il faudrait peut-être écrire quelques poèmes parce que son grand œuvre est toujours inachevé. Mais finalement, il cède aux séductions de la Seine et il va sur son canot qu'il a appelé en toute modestie le SM, non pas Sa Majesté, mais Stéphane Mallarmé, et il va canoter sur la Seine. Sur cette photo, vous le voyez avec un châle fétiche qui lui a été offert par une dame dont il est éperdument amoureux, Méry Laurent, sans qu'on sache vraiment si ça a été un peu au-delà d'un amour platonique. Mais quand il a posé pour un photographe, il a tenu à porter sur ses épaules ce châle offert par son égérie, si vous voulez, Méry Laurent. Alors, toujours un peu dans la même direction, nous allons vous proposer d'aller à Milly-la-Forêt. Mais avant d'arriver à Milly, nous ferons une étape à Courance. Vous allez me dire que je me suis peut-être un peu trompé dans les visuels et que vous avez l'impression de voir l'escalier en fer à cheval de Fontainebleau. Eh bien, Courance, au XIXe siècle, c'était des choses que l'on faisait. On n'a pas hésité
à lui ajouter un escalier au 19e siècle, à ce château dont le noyau est 16e siècle et puis après 17e. On a rajouté au 19e une sorte de réplique du fer à cheval de Fontainebleau. Mais j'ai envie de dire, c'est assez heureux, c'est pas vilain. Et puis surtout, le lien entre Fontainebleau et Courance, il est assez amusant. Quand les rois séjournaient à Fontainebleau, eh bien, il leur fallait une eau de table très pure. Et à Courance, il y avait un nombre de sources absolument incroyable. Si on a fait un jardin d'eau à Courance dès le XVIe siècle, c'est tout simplement parce qu'il y a plus d'une trentaine de sources dans tout le domaine, et en particulier une source qui fournissait l'eau de table des rois de France. Donc de Fontainebleau, tous les jours, un courrier venait chercher le nombre de bouteilles d'eau de Courance nécessaires à la consommation du roi. Ce château, il a des jardins d'une incroyable poésie. En fait, on a beaucoup de jardiniers connus qui s'y sont succédés. Et en particulier, des frères que vous connaissez peut-être, qui travaillent dans les années 1900, qui ont fait tout un espace au jardin Albert Kahn, qui ont fait le jardin de Moïse de Camondo dans la plaine Monceau. Ce sont les frères Duchesne. Quand ils vont venir à Courance à la fin du 19e siècle, le domaine est envahi d'herbes, de bêtes sauvages. C'est un endroit où les peintres aiment à venir et à s'introduire subrepticement pour peindre de la nature sauvage sur le paysage, sur le motif. Il faut domestiquer tout cela. Et donc, la restauration du jardin de Courance s'est faite à la fin du 19e siècle. Il faut imaginer qu'avant, c'était un jardin à la française. Mais là, on s'est très vite rendu compte que c'était impossible de refaire un jardin à la française. Donc, on a décidé d'en faire un jardin d'eau plein de poésie. Et la déambulation dans ce jardin, ça vous sort complètement de la trépidation de la capitale. Alors, après, en deuxième partie de journée, nous irons à Milly-la-Forêt. Milly-la-Forêt, depuis le Moyen-Âge, c'est une ville qui est célèbre pour les simples, c'est-à-dire les herbes médicinales. Et d'ailleurs, Cocteau, normalement, pour le printemps, la restauration devait être terminée. Cocteau a décoré une chapelle, une toute petite chapelle qui faisait partie d'une léproserie. Il l'a décorée à la fresque, justement en rendant hommage aux simples, c'est-à-dire ces plantes médicinales qui ont fait la réputation de Milly-la-Forêt. Alors pourquoi je vous ai mis l'expression, pourquoi Cocteau cherchait une retraite loin des sonnettes du Palais Royal? Parce que Cocteau, c'est un citadin, son ADN, c'est un ADN de citadin. Mais après la guerre, il va y avoir le phénomène Jean Marais. Jean Marais va être le compagnon de Cocteau dans ces années-là, mais Jean Cocteau, en faisant une star de cinéma, va signer quelque part son propre malheur. Toute la journée, il y a des jeunes filles qui viennent tirer la sonnette de leur domicile commun autour du Palais Royal et qui essayent de demander des autographes à Jean Marais, de l'importuner. Et Cocteau n'en peut plus. En plus, c'est très dur pour lui, parce que ça lui dit qu'il est devenu vieux et que lui qui a été pendant des années dans l'entre-deux-guerres l'idole des jeunes, il ne représente plus rien pour la nouvelle génération. Donc vous voyez, il est assez cabotin, Cocteau, il a un ego tout de même assez dimensionné, et donc ça va être terrible pour lui. Et donc pour ne pas subir l'humiliation de ces coups de sonnette qui ne lui sont pas destinés, mais qui sont destinés à Jean Marais, il va se mettre en quête d'une maison de campagne. Et il va trouver la maison du bailli de Milly, qu'il va restaurer et aménager avec un goût qui lui est complètement personnel. C'est ça qui est extraordinaire. C'est tout petit, la maison de Cocteau. Ça a été sauvé un peu par son héritier, puis après, c'est la fondation Pierre Berger qui s'en est occupée, mais qui l'a lâché il y a quelques années. Mais l'essentiel du travail avait été fait et on avait recréé à l'identique l'ambiance très personnelle mise au point par Cocteau. Alors vous voyez, Cocteau, il aime le théâtre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il habite
au Palais Royal. Et quand on connaît sa chambre au Palais Royal, c'est très bas de plafond, c'est à l'entresol, et les murs et le plafond sont couverts de velours rouge. Ça doit être absolument étouffant, claustrophobant, mais Cocteau, c'est ce qui lui plaît. Et sa chambre, vous pourrez voir à Milly, elle est exactement dans ce même esprit, vous voyez, très théâtral. Il y a des objets qui tombent là un peu comme un cheveu sur la soupe, mais il y a toujours une histoire dans le choix de chaque objet par Jean Cocteau. Donc c'est assez intéressant comme visite parce que on découvre la fantaisie incroyable de ce grand écrivain. Alors maintenant, je vous présente un autre parcours, plutôt en prenant la direction de Dreux. C'est Montfort-l'Amaury. Vous savez que Montfort-l'Amaury, le nom de Montfort-l'Amaury, c'est un nom médiéval. C'était une seigneurie, Montfort, mais qui a eu un seigneur particulièrement vindicatif contre le pouvoir royal. Et quand Montfort, la seigneurie, a fini par rentrer dans le domaine royal, donc on est vraiment à l'époque des Capétiens, eh bien, le toponyme, c'est-à-dire le nom de ville, a gardé le nom, a immortalisé le souvenir de ce seigneur particulièrement batailleur, Amaury. C'est une lignée assez intéressante, la lignée des Montfort. Vous connaissez certainement Simon de Montfort avec la croisade des Albigeois. Eh bien, c'est l'un des descendants de ce seigneur Amaury de Montfort. Montfort-l'Amaury, c'est une ville qui va rentrer à la fin du XVe siècle dans le douaire d'une reine de France, Anne de Bretagne. C'est la raison pour laquelle sur l'image de gauche, vous voyez que l'église de Montfort est énorme par rapport à la taille du village. Bien tout simplement parce que c'est Anne de Bretagne qui va être à l'origine de ce lieu de culte, ou du moins de l'agrandissement extraordinaire de l'église de Montfort. Et comme c'est une chapelle royale, vous voyez bien sur la photo prise du ciel qu'il n'y a pas de transept. Les formes des chapelles royales, ce sont toujours des formes sans transept, avec un chœur très développé. À côté, l'image que j'ai mis à droite, c'est l'un des cimetières. Alors je sais, c'est pas très drôle d'aller au cimetière, mais quand c'est une visite historique, ça ne se refuse pas. C'est le cimetière de Montfort-l'Amaury, qui a conservé jusqu'à nos jours la plupart de ses charniers. Les charniers, ce sont des espèces de toitures dans lesquelles on gardait les ossements. Quand il n'y avait plus de place dans le cimetière, dans la religion chrétienne, on ne peut pas démolir les ossements. Donc on les tassait comme on pouvait et on les mettait dans des galeries qu'on appelait des charniers. Il y avait des charniers par exemple aux Innocents à Paris. Quand vous vous promenez rue de la Ferronnerie, tous les immeubles de la rue de la Ferronnerie, en fait, ils sont basés sur les anciens charniers du cimetière des Innocents. Nous ferons une petite promenade dans ce cimetière et puis surtout, nous irons voir la tour Anne de Bretagne, ce qui nous reste du donjon, vous voyez, du puissant château qu'Anne de Bretagne s'était fait construire sur la hauteur de Montfort. Alors, juste en dessous du château, on a cette petite maison qui n'a pas beaucoup de caractère, mais en revanche qui bénéficie d'une vue absolument incroyable sur le vallon. Et cette petite maison, dont vraiment ressemble à une sorte de perchoir, eh bien, c'est la maison que Ravel a choisie pour pouvoir travailler et écrire. Il a eu plusieurs maisons aux environs de Paris. Le point commun entre toutes ces maisons, c'est que ce sont de véritables placards. Ravel, pour se concentrer, pour travailler, il faut qu'il ait des espaces tout petits, dans lesquels il se sent très très bien, où il n'est pas angoissé, et en même temps que quand il lève la tête, il puisse avoir un très beau panorama de campagne. Et donc, Montfort-l'Amaury, il ne faut jamais oublier que c'est là que Ravel a écrit pas mal de ses chefs-d'œuvre. Alors, l'autre chose extraordinaire à voir à Montfort-l'Amaury, c'est la série de vitraux de l'église Saint-Pierre. Vous voyez que ces vitraux, à vue de nez, vous voyez qu'ils sont incroyables au niveau des couleurs. Parce que ce sont des vitraux du XVIe siècle. Et qu'au XVIe siècle, on a une nouvelle gamme de coloris
grâce à des produits chimiques nouveaux, grâce à des techniques nouvelles, et dont on parlera justement en découvrant ces verrières de l'église Saint-Pierre de Montfort. Elles sont dans un état absolument incroyable. Et donc, vous voyez, quand vous allez voir, par exemple, à Saint-Étienne-du-Mont, les verrières qui ont été sauvées et qui se voient un peu en dehors de l'église, en comparaison, mais c'est peanuts en fait, parce que les verrières de Montfort-l'Amaury, elles sont pour la plupart complètes et dans leur intégrité totale. Alors, ensuite, quand on aura visité Montfort, nous irons à Maintenon. Maintenon, c'est la terre qui va donner son nom à l'épouse morganatique de Louis XIV. Vous savez, Madame de Maintenon, elle a une enfance qui a été très très bien racontée par Françoise Chandernagor. Elle a été une enfance très pauvre parce que son père l'a abandonnée. Et toute sa vie, elle ne pouvait pas être mariée parce qu'elle n'avait pas de dot. Donc on lui a fait épouser un infirme, Scarron. Donc il y avait beaucoup d'esprit, mais ça rachetait peut-être pas le fait qu'elle a été son infirmière jusqu'à sa mort. Et puis ensuite, comme elle n'avait pas de revenus, elle est devenue la gouvernante des bâtards légitimés de Louis XIV. Et c'est comme ça, absolument par hasard, elle a fait la connaissance du roi et qu'une histoire d'amour est née entre le roi et Madame de Maintenon. Madame de Maintenon, elle va avoir besoin, au début de sa faveur à la cour, d'investir de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'avec son frère, ils ont manqué de tout dans leur enfance et pendant la plupart de leurs années d'existence. Et elle se dit qu'avoir une terre avec des rentes, c'est la garantie d'une vieillesse heureuse. Donc elle va, sans avoir vu la terre ni le château, acheter, grâce à un don du roi, le château de Maintenon dans les années 1675. Et moi je me trompe peut-être sur l'année, je vous la redirai, dans ces années-là. Et 1685, pardon. Et ensuite, elle va essayer d'y aller le plus possible. Mais le plus possible, quand on est l'épouse du grand roi, ça veut dire 1 semaine par an, 3 semaines au maximum, puisque le roi est extrêmement exigeant et qu'il veut qu'elle soit toujours à ses côtés. En revanche, le roi, il va se servir de Maintenon. Et vous voyez à gauche la petite image qui vous montre ce qui reste de l'aqueduc de Maintenon. Il se dit, c'est pas mal, si ma chérie a un château au bord de l'Eure, je vais m'arranger pour faire des travaux et pour que l'Eure soit dérivée et vienne combler les manques d'eau que j'ai pour faire marcher mes fontaines à Versailles. Donc on va se lancer dans des travaux absolument titanesques. Ça va être des travaux qui vont être démarrés pendant une période de paix, puisqu'on va utiliser des militaires à ces travaux terribles qui vont faire beaucoup de victimes. Et puis quand le roi va reprendre les guerres, on va laisser l'aqueduc de Maintenon inachevé. Donc ça donne une vision très romantique dans les jardins de Maintenon. Madame de Maintenon, elle a peur par-dessus tout des courants d'air. Donc vous reconnaîtrez très bien sa chambre, c'est la plus petite, la plus calfeutrée. Et vraiment, on voit très très bien, dans les quelques souvenirs que l'on a d'elle dans le château de Maintenon, l'amour qu'elle avait pour cet endroit, qui était son refuge quelque part, son petit nid à elle, où enfin la cour la laissait tranquille. Alors Madame de Maintenon, elle n'a pas d'enfant, donc elle va léguer le château de Maintenon à sa nièce. Vous voyez ce très joli tableau que l'on voit à Maintenon de la petite fille qui a 6 ans et qui malheureusement ne donnera pas une grande satisfaction à sa tante. Mais on va tout de même lui faire épouser un Noailles. Donc depuis la nièce de Madame de Maintenon, le château appartient aux Noailles. Alors aujourd'hui, les Noailles ne peuvent plus l'entretenir. Donc en fait, ils ont fait un arrangement avec le département, une sorte de bail amphithéotique de 99 ans, pendant lequel le département prend en charge le château, prend en charge les travaux que les Noailles n'arrivaient plus, après des bombardements terribles pendant la Seconde Guerre mondiale, à assumer. Et on avisera
au bout d'un moment pour voir si les Noailles peuvent reprendre le château. Mais c'est une gestion qui est assez extraordinaire parce que vous visiterez un château en très très bon état et vraiment on voit que le département tient absolument à laisser voilà, le château comme il était à l'époque des Noailles et à rendre très lisible la succession des différents propriétaires. Alors, nous allons continuer encore, si vous n'êtes pas fatigué, par la vallée de l'Eure. La vallée de l'Eure, mais quand on part dans la vallée de l'Eure, je vous le dis bien, c'est un endroit où beaucoup de châteaux ont été restaurés grâce à un monsieur qu'on connaît tous, Stéphane Bern. Stéphane Bern, il a un château de campagne, on va dire, dans la région, et il s'est avisé que beaucoup de châteaux de la vallée de l'Eure étaient en piteux état. Donc il a fait énormément pour leur redonner du lustre, pour en parler, pour les faire connaître. Et du coup, il y a eu tout un circuit de la vallée de l'Eure qui a été monté à son initiative. J'ai envie de vous dire, Annette, qui était déjà connue comme un joyeux Renaissance, n'avait peut-être pas besoin de Stéphane Bern. Mais toujours est-il qu'Annette, c'est un peu le choix moi, que j'avais fait en choisissant ces promenades, c'est de choisir des châteaux privés. Annette appartient à la famille de Iturbe. La famille de Iturbe, elle y passe tout ce qu'elle a. Et c'est absolument incroyable de voir que ces propriétaires privés, vous voyez, ils vivent mais extrêmement modestement parce que tout passe dans l'idée d'arriver à préserver ce dont ils ont hérité et arriver à le transmettre à leurs descendants. Alors ce château d'Annette, il a un portail absolument majestueux avec un cerf que vous voyez qui surmonte le portail et tout simplement c'était un château qui servait pour la chasse. Diane de Poitiers ne vient pas de Poitiers, mais elle a épousé un monsieur qui s'était titré de Poitiers, mais qui venait de la Drôme, c'est-à-dire de la région de Die. C'est Poitiers, dans la région de Die, qui est à l'origine de ce nom, du nom de Diane de Poitiers. C'est plutôt une famille qui vient de la région de Die, et elle a épousé le sénéchal de Normandie. Mais elle va perdre son mari assez rapidement, et du coup, pour lui permettre de survivre, elle va être dame d'honneur à la cour. Et à la cour, elle va rencontrer, on dit d'abord François Ier, mais en tout cas Henri II, dont elle est l'aînée d'un certain nombre d'années. Diane de Poitiers, c'est le modèle de la cougar, mais une cougar qui reste d'une jeunesse absolument incroyable. Et Diane de Poitiers, vous la voyez représentée là, elle est absolument magnifique. Dès qu'elle peut, elle fait un peu comme Madame de Maintenon avec son château, elle part à Annette pour se ressourcer. Et comment se ressource Diane de Poitiers? En chassant et en se baignant dans toutes les fontaines qu'elle rencontre. On dit d'ailleurs que c'est son secret de jouvence, ses baignades dans l'eau glacée. À côté, vous avez Henri II et son épouse, vous imaginez bien, terriblement jalouse de sa rivale. L'épouse, elle n'est pas très très jolie, il faut bien le dire, c'est Catherine de Médicis. Quand en 1559, Henri II meurt lors d'un tournoi, Catherine de Médicis interdit à Diane de Poitiers de veiller son amant qui va mettre des jours et des jours à mourir et elle va la chasser de la cour, récupérer pas mal de châteaux qu'Henri II avait donnés à Diane, mais elle va lui laisser Annette. Et donc Diane de Poitiers, eh bien, elle va se réfugier à Annette pour y finir ses jours. Quand vous voyez l'escalier sur la photo de gauche, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'un escalier Renaissance. Cet escalier a été réalisé plus tard. Parce que malheureusement à Annette, nous n'avons plus que la trace au sol du château tel qu'il était. Nous avons le grand pavillon d'entrée, nous avons la chapelle, mais nous avons perdu par des démolitions absolument terribles, en particulier au moment de la Révolution, eh bien, l'aile qui était le noyau et dans lequel vivait Diane de Poitiers. En revanche, la chapelle que vous voyez là, nous la visiterons et nous pourrons voir le tombeau de Diane de Poitiers et je vous raconterai comment on a retrouvé ses cendres
grâce à un chercheur, il y a quelques années, qui a tout fait pour retrouver les cendres de Diane de Poitiers qui avaient été jetées à la fosse commune à la Révolution. Alors, quand nous irons à Annette, nous finirons notre journée à Dreux. Dreux, ça a mauvaise presse. Vous savez, on dit Dreux, c'est l'insécurité, etc. Alors moi, je dois vous avouer que quand on est dans le centre-ville de Dreux, il n'y a pas du tout d'insécurité. Ça a été admirablement restauré. C'est une petite ville Renaissance, mais aussi Moyen-Âge extraordinaire. Et vous avez un centre-ville qui vraiment réclame une petite promenade. Et puis, au-dessus du centre-ville, vous avez une colline magnifique où la famille d'Orléans a fait élever une nécropole pour ses morts. Et cette nécropole, elle date certes du début du 19e siècle, pour être exact, de la restauration. Et alors, les travaux ont commencé avec la fille du duc de Penthièvre. Vous voyez, on va retrouver les mêmes personnages à la première restauration. Puis, elle meurt. Et c'est à l'époque de Louis-Philippe que la chapelle va être encore agrandie dans un style un peu néo-gothique et va avoir vocation d'être la nécropole de la famille d'Orléans. Alors, on va voir au cours de cette déambulation dans les différentes chapelles de vrais chefs-d'œuvre de la sculpture du 19e siècle. Je pense que vous connaissez de nom James Pradier. Eh bien, voilà le portrait qu'il a fait d'une petite princesse d'Orléans, Françoise d'Orléans, morte bébé, vous voyez, qui représente avec beaucoup de pudeur sous un voile. Et puis à droite, une dame que vous connaissez, la duchesse d'Alençon, la propre sœur de Sissi, qui est morte dans l'incendie du bazar de la Charité. Vous savez, en 1895, la sœur de Sissi a épousé le duc d'Alençon. C'est une dame d'œuvre, c'est-à-dire elle se dévoue beaucoup pour les bonnes œuvres. Et quand elle va voir les flammes arriver dans le bazar de la Charité, elle va dire de se sauver à toutes les jeunes femmes qui l'aident sur le stand où elle vend des dentelles et des tissus, et elle va s'assurer que tout le monde a pu sortir. À ce moment-là, elle est rattrapée par les flammes. C'est terrible, l'incendie du bazar de la Charité. Vous avez peut-être lu un livre, il y a quelques années, un roman qui est très bien fait de Gaël Nohan, qui raconte justement cet horrible événement de l'incendie du bazar de la Charité. Et ici, bien, on a un gisant de cette duchesse d'Alençon absolument pathétique. En fait, il y en a eu plusieurs, parce que la famille ne voulait pas non plus que ce soit une œuvre trop terrible. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez des séries policières et qu'on vous dit qu'on reconnaît quelqu'un à partir de ses dents, eh bien, le corps de la duchesse d'Alençon était tellement méconnaissable que c'est pour la première fois dans l'histoire son dentiste qui a permis de l'identifier à coup sûr. Donc vous voyez des pages assez tristes, mais en même temps, vous voyez là, quand on voit la duchesse d'Alençon, on ne pense pas forcément à tous ces détails un peu sordides. Alors, nous avons pas mal d'autres projets et d'autres idées. On vous a parlé, bien sûr, tout à l'heure, Céline vous a parlé d'une sortie à Écouen et à Royaumont. Donc là, carrément, au nord de Paris. Écouen, c'est un musée magnifique. C'est le musée national de la Renaissance. C'est une visite qui est à la fois une visite de château et en même temps une visite de musée. Et c'est un endroit absolument extraordinaire sur une colline, un château qui est à mi-chemin entre la forteresse du Moyen-Âge et le château des débuts de la Renaissance qui commence à s'ouvrir sur les extérieurs. Et puis c'est une visite qui est complétée par la découverte de Royaumont. Alors aujourd'hui, aller à Royaumont sans voiture, c'est mission impossible. Vous voyez, l'avantage d'une excursion, c'est qu'on peut y aller et dans la même journée, on peut visiter Écouen, qui est une visite assez très riche, et Royaumont, qui est une visite qui va nous permettre de découvrir le mode de vie des cisterciens, l'exigence de la règle cistercienne, et puis en même temps le souvenir de Saint-Louis et de sa mère, qui ont été les bienfaiteurs de cette abbaye. Alors si on continue dans l'Oise et qu'on va encore plus loin, on se rapproche dangereusement des champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Et là, il y a un musée assez récent
qui est un musée magnifique sur la Première Guerre mondiale, qui est l'Historial de Péronne. Ce musée n'a pas beaucoup de visiteurs. Heureusement, il y a les groupes scolaires qu'on emmène, mais c'est une muséographie très très nouvelle pour montrer la Première Guerre mondiale. Et c'est un musée qui a décidé de ne pas être franco-français, mais de s'intéresser à tous les belligérants, y compris les Allemands. Du coup, c'est un musée européen quelque part, dans l'esprit, et une présentation formidable. Quand on va à Péronne, au retour, on a l'opportunité de s'arrêter à la clairière de Retonde. Et vous savez que le wagon de l'armistice de 1918, Hitler, dès qu'il est arrivé en France, il l'a dynamité. Donc le wagon que l'on visite, c'est une restitution du wagon de l'armistice. Mais la clairière de Retonde, quand on a visité Péronne, c'est un endroit quelque part, voilà, où on se remémore tous les sacrifices de la Première Guerre mondiale. Dans les autres idées que nous avons, c'est d'aller vous présenter, alors là peut-être plutôt sur 2 jours, un Val-de-Loire un peu méconnu. C'est-à-dire pas Chambord, pas Chambord, pas forcément Chenonceau, mais plutôt aller du côté de Chinon et de sa forteresse. Et puis, par exemple, aller voir Chenonceau et aller aussi à Saché sur les traces de Balzac. Vous savez, il y a quelqu'un de très célèbre qui a fait ça avant nous, c'est Rodin. Rodin, quand on lui a donné la commande du portrait de Balzac, c'était l'époque de sa romance avec Camille Claudel. Donc il essayait d'échapper à Rose Beuret, à sa compagne, et donc il n'avait rien trouvé de mieux que de dire qu'il avait besoin de passer plusieurs étés en Touraine pour trouver le type physique de Balzac. Sauf que Balzac, il n'est pas vraiment tourangeau, il est né en Touraine, mais il vient plutôt du sud-ouest de la France, génétiquement. Donc c'était juste un mauvais prétexte trouvé par Rodin. Mais Rodin a visité justement le château de Saché pour se pénétrer complètement de la psychologie, vous voyez, de son illustre modèle, Honoré de Balzac. Donc là, c'est vraiment un Val-de-Loire un peu moins connu et qui révèle de grandes surprises. C'est vraiment la douceur, vous voyez, du Val-de-Loire que l'on vous proposerait. Ensuite, c'est une autre idée, là c'est plus au sud-est, c'est l'idée d'aller pas trop loin de Paris, dans l'Yonne, où on a tout un ensemble de châteaux qui sont de véritables bijoux de la Renaissance. À gauche, vous avez le château de Tanlay, qui est un château sur l'eau, qui lui aussi appartient aujourd'hui encore à des propriétaires privés. Et ce château de Tanlay, c'est vraiment un château magnifique, d'autant qu'il permet de parler des guerres de religion, puisque c'était le QG de Coligny et des protestants. On a du mal à imaginer, mais que le parti protestant avait été très très représenté dans cette région de Lyon. Et alors, il y a un autre château Renaissance à proximité, à une demi-heure à peine, c'est le château d'Ancilfranc. Tanlay Ancilfranc, c'est bien sûr un doublé classique. Mais maintenant, on a un château qui a été restauré, qui était sous des bâches depuis un demi-siècle. Et ce château, c'est une merveille. C'est un pentagone. C'est le château de Maulnes. Vous le voyez là à droite. Maulnes, c'est un château construit autour d'une source. C'est un château mystérieux dans lequel on pense qu'on a fait appel à des nombres d'or, au nombre d'or, mais aussi peut-être à des choses un peu ésotériques. En fait, ça n'est pas un château pour habiter à l'année. C'est plutôt un château de chasse avec des appartements, des bains, et qui fonctionnait en parallèle du château d'Ancilfranc, son voisin. Donc voilà les idées que nous avons pour 2 prochains programmes. Voilà, j'ai un peu terminé, alors j'espère que c'était pas trop linéaire comme présentation, j'ai un peu terminé ma présentation. L'idée, pour résumer, c'est qu'en une journée, en partant avec des rendez-vous, alors vous savez qu'on va être un peu impacté par les Jeux Olympiques, mais du coup, je pense qu'on devrait arriver à partir à 8h, 8h30 le matin, donc c'est pas non plus des horaires absolument inatteignables, et à revenir généralement pour 6h le soir à Paris, en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas de problème de circulation. Et donc, ce sont des journées assez
faciles, si vous voulez, mais qui vous garantissent un véritable dépaysement. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Katharina, c'était passionnant. Merci beaucoup. Eh ben, merci d'avoir suivi cette conférence. Est-ce que vous avez des questions Moi, j'ai des chartes. On vous écoute, c'est le moment des questions. N'hésitez pas à nous les poser sur le chat, que ce soit des questions d'ordre technique pour ces journées ou bien des questions sur tout ce qui a été abordé. Merci à vous. Oui, hier sur la 2, le film Le sens de la fête tournait au... À Courance, voilà. Effectivement, Michel. Catherine, toutes ces visites. Alors oui, Hugues qui programme ces journées. Tous les départs de Noël se feront depuis la rue Gluck à proximité de l'Opéra. Donc point de rendez-vous à proximité de l'Opéra pour ces journées. Tac. Départ rue Gluck. Patrick. C'est le nom de l'Opéra. Oui. Grand merci pour cette belle présentation, belle fin de journée. Merci beaucoup Marie-Claude. Merci. On peut rajouter les prochaines, peut-être? Oui, alors la prochaine, je vais vous envoyer. Voilà ce qu'on va faire. Regardez. Il y a Barbizon. Alors, sur le site internet, je vais vous envoyer le lien tout de suite. Comme ça. J'avais mis une bibliographie. Oui, et la bibliographie, en fait, il y a un mail, vous recevrez tous un mail demain avec la bibliographie que Katharina souhaitait vous partager. Et sur ce lien que je vais vous envoyer, vous trouvez toutes les journées avec toutes les informations complémentaires. Et il y a également une journée... Voilà, alors parce qu'on en fait, un peu bêtement, mais on ne parle que de ce qu'on connaît, je vous ai plutôt présenté mes journées, mais celles de mes collègues sont très intéressantes aussi. Et en particulier, on va ouvrir la saison avec une journée à Barbizon et à Thomery, au musée Rosa Bonheur. Et vous savez peut-être que la maison, le château de Bie de Rosa Bonheur a été sauvée, hein, il faut bien le dire, par une dame qui est passionnée par le personnage de Rosa Bonheur et qui tient à bout de bras cette maison Rosa Bonheur, et c'est vraiment un endroit absolument magnifique. Pour peu que vous aimiez la campagne et la peinture animalière, je ne saurais trop vous la recommander, cette sortie. Il y a les sorties impressionnistes qui sont en lien donc avec la grande exposition qu'on va avoir au musée d'Orsay. Et puis, il y a des journées royales au nord de Paris. Attention, parce que nous, on a fait la vallée de l'Eure, mais il y a d'autres directions. Entre Senlis et Saint-Denis, avec Thierry Soulard, que vous connaissez. Donc là, c'est vraiment, on va plonger dans l'histoire de la France, l'histoire des Capétiens, avec ce lieu Saint-Denis qui est tellement emblématique du pouvoir royal en France. Écouen et Royaumont, j'ai eu l'occasion de vous en parler. Et puis, bien sûr, il y a des grands classiques dont on ne se lasse pas, c'est Chartres. Et Chartres et ses vitraux, c'est incontournable. Et là aussi, c'est une journée qu'on va vous proposer dans le programme. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de rayonner vraiment dans toutes les directions autour de Paris. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors oui, pour le Hugues qui programme ces journées, nous dit qu'effectivement c'est complet pour le 8 mars. Cependant, je pense qu'il y a d'autres dates. N'hésitez pas à contacter le service client et à vous rendre sur le site internet. Merci beaucoup pour votre participation. Vous recevrez le lien du replay. Et merci beaucoup, Katharina. Je vous en prie. Au revoir et à bientôt. À bientôt.